La Belgique se relance. Nous sommes dans la province de Liège cette semaine et particulièrement sur les secteurs de la construction, de la logistique. Aujourd'hui, avec nos invités, Olivier Douchamp nous a rejoint. Douchamp, on dit bien comme ça? Je ne dis pas le X. Vous allez bien? Je vais bien. Merci de votre invitation. Mais avec plaisir. Vous êtes dans la laine de verre, Knauf Insulation. Racontez-nous un petit peu quels effets ont eu la crise sanitaire sur votre activité. On s'arrête de construire, on n'isole plus? Alors, pas du tout. On a toujours continué. Donc, on a une usine à viser. On est en feu continu. Donc, on est 210 dans l'usine. On a une très chouette équipe. Et on n'a pas arrêté du tout. Et si j'ai bien compris, on ne peut pas arrêter votre activité? Alors, quand on démarre un four de verre, puisque c'est la laine de verre, on est parti pour 10 ans. C'est ça. On ne peut pas arrêter un four de verre. Donc, il continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, même en cas de grève, donc. Hein. Même en cas de grève. Sur le site, on a une bonne atmosphère sociale, donc il n'y a pas de grève. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça que je suis fier de mon équipe. Ils sont engagés. Mais même en cas de grève, on se met, s'il y a une grève un jour, on se met, donc on tient le four à température. Le four doit rester à température à 1400 degrés. Donc, on tient le four à température. C'est notre outil de production. Un four, c'est 15 millions d'euros d'investissement. Donc, si on ne le suit pas, on perd le four, il faut investir 15 millions. Voilà, oui. Ça, c'est la réalité. C'est motivant. Donc, du coup, pas trop de crise au niveau de votre secteur? La crise, ça a été compliqué à gérer, surtout pour les hommes. Hein. Il a fallu, il y avait de l'hystérie d'un côté, il y en avait d'autres des je m'en foutistes qui ne faisaient pas attention. Donc il a fallu gérer les hommes. Ça, c'était vraiment le challenge. Ça s'est bien passé. On a une chouette équipe à viser avec la délégation syndicale. On a vraiment, tout le monde a mis son énergie pour que l'usine continue. On a réussi. Durant la crise, les différents pays se sont arrêtés de façon peu à peu, hein. Et donc nous, on a toujours continué. Et on est dans la situation maintenant où on a presque une hystérie des marchés, on n'a pas assez de produits, il y a un manque de marché, on a un challenge par rapport aux matières premières, par rapport au transport, on a parlé. Mais donc, ce que j'ai appris durant la crise, c'est qu'il faut être encore plus agile, mon équipe est encore plus agile, il faut être réactif, voilà. Parce que le transport des matières a augmenté, du coup? Alors, on ne va pas parler du prix, mais au niveau du challenge, de la disponibilité des camions, des chauffeurs, c'est clairement un challenge. Oui. Ici à Visé, donc l'usine à Visé, on est 85% d'exportation. Donc on fournit uniquement 15% de nos produits pour la Belgique. C'est la plus grande usine de production de laine de verre au niveau de l'Europe. On ne le sait pas, mais elle est en Wallonie, elle est à Visé. Donc on est très fiers d'être en Wallonie. Mais on exporte 85% de notre production. Donc c'est clair, comme on l'a dit, hein, comme Laurent l'a dit, on est bien positionné au niveau des nœuds, au niveau des autoroutes. On peut partir en container sur les ports. Donc c'est quelque chose qui est très bien. On fournit un rayon de 500 km, mais on fournit aussi l'Afrique du Nord, l'Amérique centrale par les containers. Donc c'est quelque chose qui est assez... c'est assez simple chez nous. Est-ce que ça veut dire que la laine de verre n'est pas challengée par d'autres matériaux? Oui, évidemment, mais la laine de verre a des gros avantages. C'est l'isolant qui est le moins cher au mètre carré. Nous, on a développé dans les dernières années un isolant qui est biosourcé au niveau de la colle. Donc la laine est collée par de la colle. On a retiré tout ce qui est formaldéhyde il y a une quinzaine d'années. Donc on a vraiment un avantage par rapport à ça sur le marché. Oui, on est challengé par les autres, mais en 10 ans, avec tout ce qu'on a fait à l'usine, on a doublé notre capacité. On a un chiffre d'affaires maintenant de 140 millions d'euros. On a engagé les 3 dernières années une centaine de collaborateurs. Oui. Donc c'est vraiment une usine dynamique. Et on a pas mal de projets pour la suite. On va peut-être en parler après. Oui. Mais d'augmentation de capacité et d'autres projets liés à la durabilité. On en viendra dans la dernière partie de cette émission. Hein, que se passera-t-il dans 5 à 10 ans? Dans cette partie, on aimerait aborder, et on le fait depuis lundi, parce qu'on ne peut pas parler de la province de Liège sans revenir sur les inondations, sur ce qui s'est passé, évidemment. Laurent, je vous donne la parole à ce sujet. Est-ce que, au niveau de votre secteur, personnellement, peut-être, vous connaissez des gens qui ont été affectés, mais au niveau de votre secteur, ça a eu quel impact? Mais c'est vrai qu'en province de Liège, il y a eu des centaines de logements qui ont été détruits, emportés, ou qui doivent être détruits parce qu'ils sont définitivement insalubres. J'en discutais hier avec un ami notaire. Les logements en zone inondable ont perdu 50% de leur valeur. Donc et les gens qui veulent plus habiter là-bas, ils peuvent revendre leur maison, mais ils en auront
pas grand-chose, et pour se loger ailleurs, c'est un problème. Et c'est clair qu'il y a une crise de logement. Il y a aujourd'hui beaucoup de sinistrés qui sont dans des logements provisoires, mais qui ne savent toujours pas comment ils vont passer l'hiver. Alors, c'est vrai que le gouvernement wallon a pris des mesures, notamment vis-à-vis du stock chez les promoteurs. Bon, les promoteurs, ils ont parfois quelques dizaines de logements terminés qui peuvent être vendus. Le gouvernement wallon a levé 40 millions d'euros pour pouvoir acheter une partie de ce stock pour pouvoir reloger les sinistrés. Mais bon, tout ça se passe très lentement. Moi, j'ai proposé des logements, mais ils n'ont toujours pas été visités par les sociétés de logement de service public, qui sont débordées parce qu'ils ont aussi leur logement à gérer. Tout ça, c'est compliqué. Et puis, si quelqu'un a été en zone inondable, je sais pas, à Pépinster, si on lui dit, vous pouvez aller habiter à Fléron, il va dire, oui, non, parce que la gamine, elle va à l'école à Pépinster, donc c'est compliqué, quoi. Est-ce que la logistique a eu un rôle à jouer dans ces inondations ? Alors, en amont, je n'en sais rien. Mais en aval, oui, ça me semble assez clair. Notamment, on a vu les quantités de déchets que ça a généré. Donc, on parle de plus de 100 000 tonnes de déchets, si je ne me trompe. Donc, on a vu là où les déchets étaient stockés. Et donc, maintenant, le processus de traitement a commencé, et notamment avec l'utilisation du transport fluvial. Donc, encore une fois, ici, cela montre que la combinaison et la présence de différents modes de transport est un avantage. Et je suis assez d'accord aussi avec Laurent, parce que pour moi, il va y avoir un atout, un enjeu fondamental, c'est l'enjeu logistique de la reconstruction. Parce que la reconstruction va devoir avoir lieu. On vient de parler de la disponibilité des matières premières, la disponibilité des matériaux. Le fait de pouvoir aussi, dans le domaine de la construction, qui à mon avis a encore beaucoup de marge de progrès à faire dans toute son approche logistique, et donc toute la dimension supply chain du secteur de la construction, là, à mon avis, il y a justement peut-être encore des possibilités de pouvoir développer de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, de manière à pouvoir rendre cette construction, encore une fois, plus efficace, plus performante, plus efficiente, par justement une amélioration de ces processus logistiques en amont ou en aval. Oui, et la question est aussi, est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers d'autres modèles, d'autres types de construction qui pourraient éventuellement résister à ce genre d'événement ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai un terrain à Moire et un mois avant les inondations, on a commencé les formalités pour le permis avec l'enquête publique. Et puis l'inondation arrive et les gens disent, mais enfin c'est incroyable, on nous demande un avis sur un projet immobilier, on parle de 40 maisons, dans une zone inondable. Quand j'ai acheté le terrain, je savais très bien que c'était une zone inondable. Okay. Et la région wallonne dit, oui, il n'y a pas de problème depuis des années. Il suffit de construire sur pilotis suffisamment haut. Et alors, si un jour il y a une inondation, la maison n'est pas inondée. Mais ici, le timing est curieux parce qu'on est en plein dans l'émotion des inondations. Et on dit, on va construire dans une zone où il y a eu quand même 1,50 m d'eau. Voilà, mais effectivement, il faut vraiment construire en zone inondable. C'est un problème technique. Il suffit de construire sur pilotis. Je veux dire, il ne faut pas nécessairement raser Venise parce que Venise est inondée, mais il faut prendre des précautions pour que l'inondation ne cause pas des dégâts. Oui, cela dit, la construction sur pilotis, c'est pas forcément monnaie courante en Belgique. Il y a quand même beaucoup. C'est parce qu'il n'y a pas tant que ça de zones inondables, mais effectivement, les constructions récentes en zone inondable, qui ont moins de 20 ans, ont été systématiquement construites sur pilotis. Laurent Gustin, par rapport à votre activité, ça s'est passé comment, cette gestion des inondations ? Alors, c'était un nouveau coup dur, au-delà de tout l'impact pour la population. Au niveau du recrutement, de nouveau, certains profils qu'on pouvait justement, avec lesquels on travaillait sur le site de l'aéroport, c'est des personnes qui ont été engagées dans les sociétés en nettoyage industriel, par exemple. Et donc, il y a eu la pénurie s'est encore accentuée, je pense, par rapport à tout ça. Donc, de nouveau, on a dû multiplier les annonces, les publications, les investissements en marketing aussi, pour essayer de trouver un maximum de candidats pour pouvoir justement venir en aide aussi sur le terrain, au niveau partout où il y a eu les inondations. Et continuer aussi nos autres activités en parallèle. Donc. Est-ce que vous pensez tous, je dirais, à votre niveau, que cette crise sanitaire, elle nous aura de toute façon boosté ?
Je pense que ça. Il y a eu des effets curieux, comme on faisait allusion tout à l'heure. Par exemple, 2020, l'année du Covid, les hôtels du monde entier ont été sinistrés avec des taux de remplissage de 20%. Le 14 juillet à Liège a sonné la fin de la récréation parce que le bourgmestre a pris des mesures pour réquisitionner toutes les chambres vides des hôtels qui étaient nombreux à ce moment-là pour loger des sinistrés. Oui. Et donc les hôtels qui avaient été vides en 2020 ont été remplis à partir du 14 juillet. Donc oui, parfois la crise a des côtés positifs pour certains secteurs et dans le cas des inondations, effectivement, dans le cas pour le secteur du bâtiment et pour l'hôtellerie, ça a un effet positif. Mais là, est-ce que ce n'est pas un effet positif momentané ? Je veux dire, qu'est-ce que ça a apporté de manière générale et avec du recul à vos secteurs ? Est-ce que cette crise a réveillé peut-être des projets dormants ou des... Alors, il est clair que dans notre domaine d'activité, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, la pandémie a montré à quel point les chaînes logistiques internationales étaient peu résilientes, étaient extrêmement sous tension. Et lorsque vous ajoutez un événement comme le blocage du canal de Suez, par exemple, on se rend compte à quel point tout est vraiment très très fort tendu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On réorganise ? Alors, en fait, on le sent maintenant. On sent maintenant que, en tout cas pour les entreprises internationales, il y a une volonté notamment de réorganiser, de pouvoir réimplémenter les stocks de manière plus proche. Voilà. Peut-être de manière plus fragmentée, moins consolidée, de manière à pouvoir avoir des stocks tampons. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres choses. Une chose que l'on a vue évidemment pendant la pandémie et pendant le premier confinement, c'est évidemment l'explosion du commerce en ligne. Alors on pourrait parler évidemment de toute la question de l'empreinte environnementale du commerce en ligne. Mais le commerce en ligne a augmenté et aussi notamment, bien évidemment, le commerce en ligne pour l'agroalimentaire. Et donc là qui est peut-être aussi un potentiel de développement pour de nouvelles activités. Un autre domaine où on a vu aussi une émergence, c'est tout le domaine autour des circuits courts, où on se dit, tiens, cette pandémie, c'est quand même le signe de quelque chose, on essaie de redécouvrir peut-être la vertu de consommer localement, mais avec des acteurs de circuits courts qui font un excellent travail, mais qui ne sont pas des professionnels de la logistique et qui perdent une partie de leur marge aussi dans une non-optimisation logistique. Donc, effectivement, la question, ce sera de voir évidemment l'effet sur le long terme. Ça reste toujours un point d'interrogation, mais il est clair que chaque fois, enfin, c'est une lapalissade, mais chaque crise est source d'opportunités. Mais pareil, donc du coup, Olivier Douchamp, vous n'êtes pas des professionnels de la logistique ? Non. Et donc, du coup, il y a peut-être aussi, avec cette crise qui vient, avec ces retards de commandes qui doivent s'imposer, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça a apporté ? Ça a recentré l'humain. On a parlé de solidarité, l'humain, on l'a vu dans mes équipes, se faire confiance ensemble par rapport à logistique, par rapport à des sociétés qui, en effet, sont spécialisées en logistique, leur faire confiance aussi. Remettre la confiance avant tout. Encore le challenge par rapport au vaccin, de faire confiance au vaccin pour certains, mais la confiance, c'est vraiment important. Et moi, en tout cas, je l'ai vu dans mes équipes, c'est la clé. On se fait confiance dès les premiers jours de la pandémie. On se fait confiance par rapport aux mesures qu'on met en place. Et on n'a pas peur de son collègue, on n'a pas peur. Voilà, on fait confiance aux mesures du gouvernement, on suit. Et ça, c'est vraiment une clé. C'est l'humain qui est revenu. Et alors, par rapport à la confiance, par rapport qu'on peut avoir dans les autres entreprises, dans nos collègues là, qui sont sur Liège. Et est-ce que sur le point de la logistique, est-ce que du coup vous vous dites est-ce qu'on pourrait peut-être mieux faire, s'organiser autrement ? Je suis ouvert à toute. Oui, tout à fait. Claire, on va devoir se revoir. Non, mais c'est clair que aujourd'hui c'est un problème. C'est clair. Nous, on a aussi pas mal d'échanges avec le Royaume-Uni, par exemple, des problèmes avec logistique par rapport au Brexit. Après le Brexit, c'est catastrophique pour l'instant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ça montre en tout cas, puisque nous avons une entreprise qui n'est pas une entreprise de logistique, bien évidemment, mais qui montre à quel point la logistique est un processus facilitant. Souvent, on a un peu cette image un peu caricaturale. Je dis souvent camion, palette, entrepôt, donc et que on limite ou on a dans l'image seulement la logistique comme étant la logistique de l'e-commerce et des biens de consommation. Mais c'est une activité qui est absolument fondamentale parce qu'elle est structurante et elle est facilitante pour l'activité industrielle. Il y a probablement aussi un débat à Liège, on peut peut-être en parler, sur toute la reconversion des terrains de la sidérurgie, par exemple. Et alors on dit, oui, mais on va surtout pas faire de logistique, il faut de l'activité industrielle. Je pense que c'est un faux débat. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Les deux sont indispensables et si on emploie de l'activité industrielle, et je pense notamment au site de Chertal, qui est un site qui était extrêmement bien connecté au réseau de transport, que ce soit routier, fluvial ou ferroviaire, il faut absolument une activité qui nécessite justement le fait d'avoir de la gestion de flux, que ce soit en amont ou en aval, et qui nécessite une activité qui va être connectée sur les réseaux de transport et qui donc va pouvoir utiliser les atouts extraordinaires de ce site, qui sont justement la connexion au fer, au fleuve et à la route. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment une collaboration. Et Liège, en tout cas la région, nous on est vraiment satisfaits d'avoir cette fabuleuse logistique autour de l'usine.
c'est clair, 85% d'exploitation. Donc on a un réseau, et Laurent l'a dit tantôt, qui est fantastique à Liège par rapport à ça. On est bien placé, ça c'est clair. Allez, on se quitte quelques instants. On se retrouve juste après. La Belgique se relance en province de Liège cette semaine. La construction, la logistique, on en parle aujourd'hui. Et juste après la pub. À tout de suite.